beaucoup plus important en termes d'investissement industriel et en termes de renouvellement des compétences, notamment sur le site de Florange, mais également sur l'ensemble de notre sidérurgie. Et nous lui avons rappelé la réalité de ce que nous vivons dans nos sites tous les jours. Et les propos du directeur industriel France, il y a 15 jours, qui nous affirmait que la stratégie du groupe était un désinvestissement à court et moyen terme dans la sidérurgie européenne. Est-ce qu'il y a encore un espace de discussion avec le gouvernement? Nous avons demandé au gouvernement de nous remettre autour de la table parce qu'il y a un décalage extrêmement fort entre la perception du gouvernement sur ce qui se passe dans le groupe et ce que nous vivons au quotidien avec les organisations syndicales et les salariés. Qu'est-ce que vous avez réclamé, vous, dans l'urgence? Mais nous disons que cet accord n'est pas bon. Et donc il y a besoin d'aller beaucoup plus fort, et y compris dans la confrontation avec l'Ashmi-Mittal. Nous avons réaffirmé au gouvernement que nous sommes dans une opération de délocalisation de notre sidérurgie à petit feu. Et bien évidemment, ça concerne le site de Florange, mais l'ensemble de notre sidérurgie. Est-ce que vous avez réussi à faire entendre au gouvernement que peut-être ils avaient donné un peu tous les moyens à l'Ashmi-Mittal finalement? Mais cet accord est tout à fait favorable à la stratégie que développe l'Ashmi-Mittal en France et en Europe. Et nous avons planté évidemment les enjeux européens. Nous souhaitons non seulement une table ronde, une nouvelle table ronde en France avec tous les acteurs et bien évidemment avec les organisations syndicales qui ont été écartées de la décision du Premier ministre pour valider cet accord en fin de semaine passée. Et nous demandons une table ronde non seulement en France, mais au niveau européen, parce que les enjeux se jouent aussi à ce niveau-là. Merci. Après la CGT, ça sera EPO qui s'exprime. Au nom de Force Ouvrière, j'ai demandé. Au nom de Force Ouvrière, j'ai demandé à Monsieur le Premier ministre de revenir en arrière. Monsieur le Premier ministre a refusé et est resté sur ses positions. L'accord signé est un accord signé et le restera. Et il est hors de question pour Monsieur le Premier ministre de revenir en arrière. À court terme, pour l'instant, nous avons obtenu aucune garantie. Monsieur Mittal a donc tout loisir d'arrêter définitivement nos installations. Si rien n'est fait, si aucune table ronde n'est obtenue, je peux vous garantir une chose, l'acier lorrain ne coulera plus. Quelle a été l'ambiance autour de la table avec le Premier ministre et les ministres qui étaient présents? C'était très tendu. On sentait bien même une certaine gêne de certains ministres, c'est sûr. Non, j'ai pas de nom à vous donner précisément. Le Premier ministre, qu'on ne croyait pas dans l'accord où M. Mittal va mettre sous concombre pendant 6 ans des hauts fourneaux et qu'on accepte d'arrêter la chauffe des hauts fourneaux fin mars. Nous avons rappelé très fortement que pour nous c'est un casus belli. Donc à partir de demain, la ministre de la Recherche va voir ses homologues européens, voir effectivement cette problématique technique que soulève Mittal, et on devrait avoir une réponse dans les prochains jours. Et est-ce que vous avez réclamé au Premier ministre de nouvelles négociations avec d'éventuels nouveaux investisseurs? Oui, mais il a dit que non, que le gouvernement avait pris ses responsabilités et qu'il les assumait. L'accord reste tel. Maintenant, il faut qu'on muscle effectivement la commission de suivi sur les chantiers, être garant qu'il n'y aura personne sur le bord de la route, effectivement regarder que le COS se fera bien sur le site de Florange, même si on a pointé du doigt que comment pouvait-il croire M. Mittal alors qu'il nous renvoie à 6 ans, c'est pas très sérieux. Voilà, donc on devrait avoir, c'est les questionnements, on sort de Matignon avec des questions sans réponse, et il se propose de nous revoir d'ici quelques semaines, quelques jours, pour éventuellement apporter des éclairages aux questions qui restent toujours sans réponse. Certains disent que M. Mittal a réussi son coup, que le gouvernement finalement s'est plié aux exigences du milliardaire indien. Exactement. Moi, ce que je peux dire, c'est que cet accord-là coûte pas cher à M. Mittal. Ça, c'est clair. Je veux dire, alors effectivement, on nous dit qu'en septembre, ils étaient sur un budget de 130 millions, ils ont réussi à en avoir 180. Ok, on en prend acte, mais le compte n'y est toujours pas. Le problème qu'il y a, c'est que les investissements, et c'est tant mieux, on le demandait aussi, ils portent sur la partie froide,
on pérennise la partie aval, mais la question de la viabilité du site intégré reste entièrement posée. On n'a toujours aucune garantie que le projet ULCOS en finalité se fera chez nous, même si on sent une volonté, le Premier ministre a réaffirmé que les 150 millions allaient servir à cela. En attendant, moi, si je lis l'accord, M. Mittal nous renvoie à 6 ans. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable. Quelle a été l'attitude de M. Montebourg autour de la table? Ben, elle était très à l'écoute de ce qu'on s'est dit. Il n'a pas du tout reparlé de nationalisation? Il a été très à l'écoute de ce qu'on s'est dit. Ça a été tendu? Quelle était l'ambiance? Franche, en tout cas franche. On s'est dit les uns les autres ce qu'on pensait. M. Mittal, et de l'accord, et de l'attitude, et du contexte politique. Monsieur Hérault voulait un discours de vérité, eh bien il a été servi. Vous avez vu l'accord, comment vous... Eh bien, quand je lui ai dit que nous avons le sentiment d'avoir été trahis, je lui ai dit effectivement, et il a dit qu'il pouvait comprendre ses sentiments, mais que ce n'était pas le cas. En ressortant, mes doutes restent toujours les mêmes. S'il y avait d'autres investisseurs, ils seraient prêts à discuter ou pas? Non, il a tourné la page de l'investisseur. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Il a tourné la page d'un repreneur, et d'ailleurs, il l'a dit, qu'il n'y avait pas que nous, qu'il y avait Saint-Nazaire, qu'il y avait Petroplus. Donc, on va il faut le faire sauter alors. Mais il faut le faire sage. Pardon. Quoi, les hauts fourneaux, ils vont être traitants, c'était visiblement... Le 30 mars. Ouais. Donc vous allez faire quoi? Nous... Attendez, est-ce qu'on a l'air d'avoir accepté, nous? Faites de l'humour, vous. On lui a simplement dit que la tente du village gaulois restait plantée en Lorraine. La résistance continue. On va leur faire un compte rendu. Et comme d'habitude, c'est ensemble qu'on va décider de la suite à donner au mouvement. Mais faites-nous confiance pour faire preuve d'imagination. Et donc vous réclamez une enveloppe plus importante que doit verser le milliardaire. On réclame 180 millions d'investissement stratégique. Et plus de maintenance, c'est ça? Et la maintenance aussi, alors il faut continuer à faire la maintenance. Mais on a dit qu'effectivement les 53 millions d'euros stratégiques. Donc pour nous, cette négociation n'est pas terminée. Le fait que M. Hérault ait accepté quasiment de dire bah ok, il y a peut-être des zones d'ombre, je suis prêt à vous recevoir de nouveau, ben, ça nous ouvre une brèche, ça veut dire qu'on va peut-être finir par être écouté petit à petit, on va maintenir cette pression et on espère que d'ici fin mars, on aura levé tous les doutes. Est-ce que vous avez senti que même autour de la table, les ministres n'étaient pas d'accord entre eux? Bah, moi, j'ai rien senti du tout. Ils étaient très obéissants, très à l'écoute. Il y avait le Premier ministre qui parlait et les autres qui écoutaient. Quoi. Donc, merci. Bon, voilà, c'était Michael Darmon.